Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence dédiée aux critères de la démocratie et pour essayer de remettre en question les standards qui sont imposés par les États-Unis et qui voudraient faire croire qu'il n'existe qu'une démocratie et que ce soit la démocratie évidemment selon eux et non pas une autre. Donc le sujet de mon intervention sera la démocratie américaine ou comment faire le bien des peuples malgré eux. Donc, je vais tout d'abord rebondir sur l'intervention de mon prédécesseur qui parlait justement d'une prééminence de la culture sur la politique et de l'importance du fait que toute politique s'inscrivait tout d'abord dans un contexte culturel et dans des valeurs qui sont propres à chaque pays. Et c'est vrai qu'à cet égard, chaque pays, comme le disait aussi M. Poisson, chaque pays a sa propre forme de démocratie et sa propre vision de ce qu'est la démocratie. Donc, je réagis à ce que dit mon prédécesseur, mais en même temps, je vais quand même aussi expliquer que dans la vision américaine, la démocratie s'accompagne toujours d'un appareil justement qui vise à imposer cette démocratie et à imposer des critères culturels. Et donc, il y a dans cela un certain paradoxe, puisque la démocratie étant n'est-ce pas, selon l'étymologie, la voix du peuple, cette démocratie, dans la version américaine, est toujours indissociable d'un appareil de propagande qui consiste un peu à expliquer au peuple comment ils doivent voter. On l'a vu notamment en France avec la Constitution européenne, où le peuple français avait voté contre, et contre la Constitution en 2005. Et finalement, ce texte est repassé sous la forme du traité de Lisbonne, plus tard par la voie parlementaire. Donc, d'une certaine manière, lorsque le peuple ne vote pas bien, eh bien on annule son vote. Donc, il faut bien comprendre que cela correspond à la vision américaine d'une propagande qui toujours est indissociable de la démocratie. D'une certaine manière, on peut voir qu'il s'agit c'est un fonctionnement où ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire la démocratie libérale américaine est constamment accompagnée d'un appareil culturel qui permet de faire accepter cette norme, cette culture politique qui est souvent une culture étrangère au pays qui la reçoit. Donc, je vais brièvement, dans ma présentation, évoquer trois auteurs, notamment des auteurs américains, qui ont très bien expliqué ce lien intrinsèque entre démocratie américaine et création d'une propagande permettant de l'imposer. Et ensuite, je ferai des rapprochements avec la situation actuelle. Donc, tout d'abord, il s'agit du journaliste américain Walter Lippmann, qui est né en 1889 et mort en 1974. Donc déjà lui, en 1922, dans son livre Public Opinion, il explique très bien que la mise en place, que toute forme démocratique nécessitait la mise en place de moyens de propagande qui permettaient ce qu'il appelle la fabrication du consentement, donc en anglais Manufacture of Consent. Donc il s'agit d'établir toujours une barrière pour que la démocratie telle qu'il l'entend fonctionne entre le public et les événements. Et entre cette barrière, il y a des moyens que déploie l'État de manière à transmettre sa propre vision politique. Et en 1922, ces moyens étaient composés de deux choses, c'est-à-dire d'une part les récentes recherches en psychologie qui dataient du début du siècle, qui avaient été essentiellement élaborées dans les universités allemandes, à Leipzig notamment, et qui avaient, si vous voulez, qui voyaient l'individu comme une sorte
comme un animal en fait qui reçoit des stimuli et qui est comme un animal ou bien comme une machine soumise à des stimuli et qui engendre des réponses. Et tout cela est parfaitement normalisé et on applique ces schémas psychologiques au fonctionnement de la propagande. Et de la même manière, il existe aussi, bien sûr, dans les années 1920, de nouveaux moyens de communication qui sont la radio, le cinéma encore à ses débuts, et également la presse. Et donc, comme le dit Lippmann, tous ces moyens permettent la fabrique du consentement qui permet de mettre l'opinion publique à l'unisson avec la politique voulue par le gouvernement. D'autre part, cette idée a également été reprise par Frédéric Hayek. Donc, en 1944, il a publié La route de la servitude, The Road to Serfdom, où il explique à quel point la centralisation de l'État et la mise en place de moyens considérables dans le cadre de sociétés de masse peut permettre de mettre en place justement des sociétés qui empiètent sur les libertés individuelles et qui peuvent, le cas échéant, mener au totalitarisme. Et le troisième auteur que je vais citer aujourd'hui, il s'agit de Theodor Adorno, donc né lui en 1903 et mort en 1969, qui a consacré ses recherches à l'industrie culturelle, donc ce qu'il appelle la culture-industrie. Et dans le livre donc, Dialectique de la raison, ou dans l'original Dialectique des Lumières, il s'interroge avec Horkheimer sur comment, sur le paradoxe, en fait, comment une civilisation, une idéologie, donc celle des Lumières, qui était basée sur la liberté, sur la raison, a engendré toutes les barbaries du XXe siècle. Eh bien, la réponse à cette question, c'est la culture de masse, la culture industrielle, qui a transformé en fait les Lumières en leur contraire, qui a transformé la liberté en servitude et la raison en barbarie. Et notamment, il cite toute la société des loisirs où normalement l'homme à ce moment-là croit échapper au travail, alors que en fait c'est dans ces divertissements qui sont formatés pour les masses que, au contraire, il est le plus sujet à cette discipline et à ce totalitarisme de l'État. Donc, d'une certaine manière, il met en avant tout ce que peut faire l'industrie culturelle pour formater, comme le disait Lippmann, les esprits et, à l'inverse, pour marginaliser tous ceux qui pourraient refuser ce consensus autant culturel que politique. Donc, ce livre, La dialectique de la raison, est sorti en 1944 et il est vrai que pendant toutes les années 30, il y a eu énormément de débats sur ces sujets, aussi bien sur les livres de Lippmann. Il y a d'ailleurs eu un congrès Walter Lippmann en 1938 à Paris pour adapter ces théories. Et donc ensuite, comme on le sait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où ont été mises en place à grande échelle des stratégies de propagande, notamment par l'OSS. Et ensuite, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'OSS donc, a ensuite été transformé, après plusieurs mues, en CIA. Et c'est notamment avec l'annonce par Truman en 1950 de sa campagne pour la vérité qu'a été lancée une véritable guerre culturelle pour conquérir les esprits. Et donc, pour revenir à aujourd'hui et pour conclure en quelques phrases sur ce qui nous arrive, je dirais qu'il faut vraiment bien avoir en tête que cette nouvelle croisade pour la démocratie qui a été initiée par les États-Unis est absolument à une dimension éminemment culturelle, que ce sont, encore une fois, les deux faces d'une même médaille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conquête politique sans conquête culturelle, et que cette initiative a pour but, comme pendant la guerre froide, de dessiner deux blocs. Un bloc qui serait censé être donc démocratique et vertueux, donc qui se rangerait du côté américain, et un autre qui serait d'une certaine manière fautif et qui refuserait ces standards. Donc il est très important que les Européens, les Russes, mais aussi les Français, prennent conscience
cette tentative de colonisation, autant politique que culturelle, qu'ils refusent d'être les vassaux de cette conquête, et pour rester souverains d'eux-mêmes, qu'ils restent tout d'abord conscients de leur propre culture. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.